Et on retrouve Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services aux États-Unis. Grégory, bonjour, ravi de vous accueillir dans l'émission. Jérôme Powell a de nouveau pris la parole. En début de semaine, il avait annoncé que les hausses des taux à venir seraient probablement plus importantes que ce qu'on attendait. Et il s'est de nouveau exprimé aujourd'hui. Devant qui et pour dire quoi ? Oui, devant la Banque pour International Settlement. C'était prévu depuis longtemps. Et en fait, pour une fois, il n'a pas parlé que d'inflation, parce qu'il a parlé aussi de crypto. Et les déclarations sont importantes, évidemment, puisque c'est de la part de Powell, et relativement intéressantes. D'abord, il dit les cryptos, les stablecoins posent un risque pour le système financier américain. Bon, ça, on pouvait s'en douter. Et il dit il faut des nouvelles réglementations, justement, pour protéger les utilisateurs. L'exemple typique d'une réglementation nécessaire, c'est que si vous avez un compte en banque aux États-Unis, que vous soyez un particulier ou une entreprise, que vous ayez un peu d'argent ou beaucoup, ce compte est assuré à hauteur de 250 000 $. Alors, admettons que, par exemple, la banque fait faillite, ferme, etc. C'est le gouvernement qui vous rembourse jusqu'à concurrence de 250 000 $, ce que vous aviez dans vos comptes en banque. Par contre, les cryptos, non. Si vous avez un problème avec les cryptos, vous ne retrouvez jamais votre argent. Donc, c'est de ça que parle un peu Powell. Il faut réglementer pour protéger les utilisateurs. Et puis aussi, il dit, mais en fait, en plus, ces cryptos, on les a jamais vus dans un crack de marché. On les a jamais vus dans une tourmente. On les a jamais vus dans, il n'a pas prononcé le mot dépression, mais dans des circonstances économiques extrêmement difficiles. Donc, on n'a pas vraiment là de visibilité sur comment ces cryptos se comporteraient. Et puis la dernière chose qui est intéressante aussi, vous savez, il y a ce fameux stablecoin. Stablecoin, c'est quoi ? Ça veut dire que, comme son nom l'indique, cette crypto est toujours au même niveau. En général, c'est $1 et c'est garanti par des dollars que l'institution financière devra avoir. Or, d'après Powell et d'après beaucoup de monde, la plupart des émetteurs de stablecoin à $1 n'ont pas en réserve le collatéral, ces dollars, si jamais les utilisateurs venaient à sortir de leur position en masse. Donc, c'est un peu les préoccupations de la Fed. C'est très compréhensible et c'est des points intéressants et importants qu'il a soulevés. Et j'en profite pour vous rappeler un excellent rendez-vous sur cette antenne, les pros des cryptos, chaque vendredi dans BFM Bourse. Ce sera un petit peu après 16h30. Actualité entreprise, Grégory, on parle d'Apple. Apple qui pourrait nous surprendre en bien, c'est ce que croit savoir un analyste, pour des raisons qui ne sont pas forcément évidentes. Oui, on peut déjà dire qu'aujourd'hui, Apple nous surprend bien. C'est, je pense, la seule compagnie techno qui est en hausse dans le marché. Donc, qu'est-ce que ces analystes, parce qu'il y en a plusieurs, disent ? Ils disent qu'en fait, la demande d'iPhone 13 semble vraiment être beaucoup plus forte que prévu. Quand ils disent ça, c'est qu'ils ont des sources, en principe, des sources ou bien à l'intérieur d'Apple ou bien chez les fournisseurs. Donc ça, c'est une chose positive. Ils disent que Apple, en fait, va avoir cette année un super cycle, comme ils appellent ça, parce que non seulement il y a le Apple 13, mais il va y avoir au mois de septembre le lancement de l'iPhone 14. Donc ça veut dire qu'en fait là, la gamme va brutalement, si je puis dire, augmenter, c'est-à-dire donc que les revenus vont augmenter. Et puis ils disent aussi qu'en fait chez Apple, ils constatent une amélioration des chaînes d'approvisionnement. Et là aussi, ils doivent avoir des sources, on ne peut pas dire ce genre de choses en l'air. Donc en fait, ça offre, disons, une image d'Apple avec non seulement plus de visibilité, mais aussi peut-être plus d'espoir de bonnes nouvelles, de croissance, comme si on en avait besoin. Apple est resté quand même un des titres favoris des investisseurs. Et puis dans l'actualité également, Adobe. Adobe, c'est un éditeur de logiciels, celui qui fabrique notamment Photoshop, qui est connu par toute l'édition visuelle. Et là, la guidance donne quelques soucis. Oui, en plus, Adobe, c'était vraiment la compagnie fétiche des hedge funds, des investisseurs, tellement fétiche qu'en fait, pendant Covid, elle a triplé. Le cours de l'action a triplé. Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est là le problème. Ils disent que pour la première fois, enfin, c'est pas eux qui le disent, mais ils disent que cette année, leurs revenus seront en hausse de moins de 10%. Or, et ça c'est ce qu'on sait, ça correspond au plus mauvais chiffre de croissance des revenus depuis 2015. C'est pas très bien cette croissance qui ralentit. Et ça ralentit justement où ça devrait pas, dans ce qu'ils appellent le Creative Cloud. Et ils disent aussi que la compétition commence à être assez sérieuse. On n'aime pas entendre ça. En plus, moi, ça c'est moi qui le dis, une compagnie qui commence à parler un tout petit peu trop de métaverse
dans ses projets et dans sa guidance, c'est toujours un peu suspect à mes yeux, parce que c'est pas demain la veille, comme on dit, que Metaverse va apporter de l'argent à ces compagnies. Donc, c'est pas ça le relais de croissance pour le moment. Et eux, alors, ils disent en fait que justement, les chaînes de distribution, ça va pas mieux pour eux. Donc, tout ça, c'est quand même, je dirais, des annonces qui sont plutôt négative, même si le titre est défendu, il est en forte baisse aujourd'hui. Il a déjà baissé pratiquement de moitié depuis son plus haut. Le plus haut était à 700 $. Et je dirais que ces investisseurs qui pendant très longtemps, les yeux fermés, achetaient Adobe pour la croissance, maintenant, croissance de moins de 10%, on ne peut plus investir sur ce thème. Adobe, donc en américain, Adobe en français. Nvidia, toujours dans la tech, Grégory, valeur dans l'actualité, parce que c'était la journée investisseur. Pas de vrais soucis, de nouvelles opportunités, mais le titre est en baisse. Pour quelle raison ? Alors, tout de suite, pour répondre à la question, le titre est en baisse tout simplement parce qu'ils n'ont pas annoncé un programme de rachat d'actions. C'est que les actionnaires aiment ça. Par contre, au lieu d'annoncer un programme de rachat d'actions, ils ont annoncé un programme d'investissement sur de nouveaux produits. On devrait aimer ça, évidemment, comme actionnaire, sauf que les actionnaires, ils ont des fois des cervelles de moineaux. Ils préfèrent un rachat d'actions à un développement interne de la compagnie. Allez savoir pourquoi. Enfin, on sait. Ce qui est intéressant avec Nvidia, c'est la plus grosse compagnie au monde au niveau des semi-conducteurs. C'est plus de 600 milliards de dollars de capitalisation. C'est aussi une compagnie qui avait explosé à la hausse pendant Covid, puisque le titre avait été multiplié par 5. Sauf qu'elle a beaucoup moins baissé que beaucoup d'autres compagnies. Et ils ont, eux, alors, non seulement beaucoup de relais de croissance, mais un relais de croissance pratiquement, je dirais, incontournable pour les semi-conducteurs, c'est l'automobile. De plus en plus, les voitures deviennent des ordinateurs sur roues. Nvidia est très très bien situé là-dedans, très bien situé aussi pour les semi-conducteurs, pour l'intelligence artificielle. Enfin, tous ces secteurs d'avenir sont les secteurs dans lesquels Nvidia a des activités très très importantes. Et eux, ils disent qu'il y a une amélioration un peu dans leur chaîne d'approvisionnement. Chaque compagnie a, je pense, des suppliers, comme on dit, qui sont très différents selon où les produits sont fabriqués. Nvidia est peut-être un peu moins impacté par les problèmes de chaîne de distribution. Donc là, tout est bien, je dirais, sauf que, évidemment, pas de rachat d'actions. Ça veut dire qu'à court terme, pour un actionnaire, un des piliers assez souvent de la valorisation de la compagnie est un tout petit peu plus faible. On change de secteur radicalement, on va parler de General Mills dans le secteur alimentaire. Le groupe a revu ses prévisions à la hausse pour 2022. Est-ce que c'est lié, Grégory, à la flambée du prix des céréales directement dans le sillage de la guerre en Ukraine ? Oui, en gros, il fallait être gonflé pour annoncer des bonnes nouvelles quand on est directement face aux consommateurs. Et surtout que ces bonnes nouvelles, ils le disent, c'est parce qu'on arrive à faire passer des hausses de prix de nos produits, de nos céréales, etc., et que le consommateur ne baisse pas ses achats. Donc, bon, ils disent aussi que leurs hausses de prix sont supérieures aux hausses de prix de la concurrence. Tout ça, c'est des choses qu'il faudrait peut-être pas dire, mais ils doivent le dire, parce que c'est la réalité. Et aussi, alors là, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Ils disent que de toute façon, au niveau de leurs matières premières, et on sait que par exemple, ça va être justement le blé, les céréales, etc., pour des fabricants de cornflakes, par exemple, ils disent qu'ils sont hedgés sur toute l'année. C'est-à-dire que même si tout d'un coup, le cours du blé est multiplié par 10, pour General Mills, ça restera au même prix. Ils ont pris leurs précautions en avance. Donc ça, le marché aime beaucoup. Ça, c'est une bonne raison. Et il faut vraiment se dire que les prix augmentent tellement partout, surtout au niveau de l'alimentaire, parce que c'est là qu'on peut le constater quotidiennement, que ces hausses de prix, même quand elles sont fortes, très souvent, commencent à passer inaperçues. Et c'est là-dessus peut-être que joue General Mills par rapport à sa concurrence. Bonne nouvelle pour les actionnaires. Après, sur la morale, chacun se fera son idée. On rappelle quand même que certains pays, notamment l'Égypte, se fournissent en blé depuis la Russie et l'Ukraine, 80%, 85 même % de leur approvisionnement, et que ça risque de poser à court terme des problèmes alimentaires et même des problèmes de famine dans ces pays, selon certains analystes. On termine avec le bull call du jour. Lazy Days Holding, véhicule de loisirs et camping-car. Mais pourquoi donc, Grégory ? Oui, c'est une petite compagnie, mais il y a des fondamentaux intéressants. Une des choses très intéressantes, c'est de se dire qu'on est
vraiment encore dans la vague des baby boomers qui prennent leur retraite. Or, quand ils prennent leur retraite, ils veulent continuer à partir en vacances, c'est certain. Vous allez me dire, oui, mais avec le cours du pétrole qui augmente énormément, conduire un gros camping-car, un gros RV, comme on dit aux États-Unis, c'est de plus en plus cher. Sauf que, en fait, la comparaison, elle est facile à faire. Faire des vacances en camping-car, et ça a été fait, cette étude, c'est entre 27 et 50% moins cher que des vacances traditionnelles quand on prend l'avion, quand on loue une voiture, etc., etc. Donc, l'argument pour acheter des camping-cars est toujours là, malgré la hausse des prix de l'énergie. Eux, ils sont en gros le plus gros revendeur. Hein. C'est comme des concessionnaires de camping-cars. Et dans leurs produits, ils ont 37% de camping-cars d'occasion. Et vous vous souvenez à quel point on parlait de la hausse du prix des voitures d'occasion cause de l'inflation. Ben, là aussi, il y a une hausse très forte des camping-cars d'occasion. Et évidemment, les vendeurs de ces gros camions camping-cars, ils en profitent. Et les e-boys, enfin pas les e-boys, hein, les en profitent d'une façon assez importante. Donc je dirais, la visibilité est là. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, il y a eu un bid. Il y a eu un bid d'un des principaux actionnaires à 25 $, l'action est vers les 20 $, qui a été il y a 2 semaines refusé. Et que dit cet actionnaire? Il dit en fait quelque chose de très intéressant. Il dit la compagnie a trop de cash. Elle a plus de 100 millions de dollars de cash et elle n'en fait rien. C'est totalement injuste pour les actionnaires. Il faut vraiment prendre des mesures. Et eux, ils voulaient racheter cette compagnie avec une prime de 30% pour pouvoir justement dégager de la valeur. La compagnie a refusé, mais il y a plusieurs gros actionnaires qui commencent à s'agiter dans l'actionnariat. Donc je dirais c'est un investissement évidemment petit, spéculatif parce que le flottant est pas très très grand et puis surtout le volume quotidien pour les États-Unis est très faible. Il y a moins de 300 000 actions échangées par jour. Chez nous, c'est très très faible. Par contre, il peut y avoir un joli upside. Le choix de Grégory Volokin, Lazy Days Holding. Grégory, rassurez-moi, vous allez partir en vacances en camping-car? En fait, j'aimerais bien, mais je suis trop lazy, comme on dit, hein, trop paresseux. Et puis surtout, il faut être très bricoleur parce qu'il paraît que les camping-cars, ça tombe tout le temps en panne et qu'il faut savoir vraiment bien connaître la mécanique pour pouvoir les réparer. C'est pas du tout mon cas. En tout cas, c'est le pays des grands espaces. Hein. Si vous voulez visiter les canyons, il y a plein de camping-cars. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services aux États-Unis. On se retrouve demain, un petit peu après 16 h. On passe à Partageons nos valeurs. Partageons nos valeurs